Mon thème, c'est se reconnaître, forme, poids, espace. Le deuxième degré est le degré de la contemplation. C'est vrai qu'on l'aborde pas toujours comme ça, mais je vais aujourd'hui vous parler de cet aspect du deuxième degré. Le deuxième degré, donc, est le degré de la contemplation. Contemplation des beautés de la nature et du monde. C'est aussi la contemplation de soi dans la conscience enveloppante. C'est exister sous son propre regard. S'observer et mieux se connaître ou se reconnaître. C'est cet aspect que j'aimerais aborder avec vous. Tout est parti d'une observation de Jacques Coraz. Jacques Coraz est agrégé de philosophie, docteur Eslet, etc. Il est à Toulouse. Dans son ouvrage « Images spéculaires du corps », il écrit « Tant que l'image spéculaire du sujet, image dont le sujet est lui-même la source, renvoie à un autre individu, il n'y a que sensation de soi. » Et il écrit self-perception pour continuer. Voilà. Or, le passage de la sensation de soi à la perception de soi implique la reconnaissance de soi. Je crois qu'on a tous eu cette expérience en se promenant dans la rue ou dans un grand magasin de voir dans une glace quelqu'un d'inconnu. Puis, à notre grande surprise, nous constatons qu'il s'agit de nous. Nous ne nous étions pas reconnus. L'image spéculaire, l'image du miroir, reflète notre aspect physique et ce dernier change selon les jours, la coiffure, l'habillement, etc. Est-ce suffisant pour ne pas se reconnaître? Non. Mais l'image du miroir reflète notre aspect extérieur et non pas celle que nous portons en nous. Et cette image que nous portons en nous ne dépend pas d'un vêtement ou d'un visage maquillé ou fatigué. Donc reprenons le texte de Jacques Coraz. Il nous dit que la reconnaissance se fait par le passage de la sensation de soi à la perception de soi. Revenons rapidement sur sensation et perception. J'aime bien l'étymologie. Sensation vient de sens d'atome. La sensation est une information donnée par nos sens, par tous nos sens. Extéroceptifs, ça on les connaît, la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, le goût, mais aussi proprioceptifs, muscles et mouvements, et interoceptifs, organes, fonctionnement interne. C'est par le mouvement, c'est-à-dire par les sens proprioceptifs, que nous acceptons, ceptifs, de nous approprier, proprio, notre corps. C'est dire l'importance du premier degré. Acceptons-nous de nous approprier notre corps? Vaste question qui est fondamentale pour la suite de notre pratique en sophrologie. Nous sommes plus familiers avec les sens extéroceptifs affinés dans le deuxième degré. Quant à nos sens interoceptifs, ils devraient être éveillés dès le premier degré, puisqu'ils nous informent sur l'état interne de notre corps. Nos sensations sont corporelles et nous permettent de nous habiter. Perception, toujours, je reprends le Gaffio, ceux qui ont fait du latin connaissent le Gaffio, moi je l'ai racheté. Perception de perfectio, action de recueillir connaissance. Et le petit Robert nous dit opération de l'intelligence, représentation intellectuelle. La perception relève de l'esprit. La perception de soi est une représentation intellectuelle de soi. Ce n'est donc pas l'image du miroir, mais l'image de soi que nous portons en nous et qui inclut notre aspect corporel. Mais ce sont aussi notre caractère, nos capacités, nos acquis, nos aspirations, nos projets. Toutes les richesses et les blessures de notre vie. Tout ce que nous sommes a une maison et cette maison est notre corps. Je l'ai dit souvent, notre corps porte notre histoire et cette histoire s'inscrit dans nos tissus et nos cellules. Le miroir est-il approprié pour se reconnaître? Peut-être, mais, vous voyez, je mets un petit peut-être, mais demeurer sur le seul aspect visuel me semble limité
Alors je préfère ne pas parler de miroir et travailler avec la conscience enveloppante. Notre conscience peut observer beaucoup plus que nos yeux et nous permettre de nous connaître et de nous reconnaître. Revenons sur la reconnaissance. Qu'est-ce que la reconnaissance? La reconnaissance est se connaître à nouveau. Notre vie ne nous laisse que peu de temps pour laisser reposer notre agitation, demeurer avec nous-mêmes et nous connaître. Parfois même, la sophrologie devient une activité. Reprenons le sens de reconnaissance. Identification d'un objet, d'un être comme tel. S'identifier comme un être humain vivant et non pas comme un objet. Et là, Florence nous a fait ressentir que nous étions vivants. Donc, pas comme un objet que nous pouvons façonner à notre gré et qui porte notre nom, mais auquel nous demeurons étrangers. Identifier ma tête comme étant ma tête et non pas une tête. Et il en est de même pour toutes les parties du corps. Il ne s'agit pas de porter un jugement, mais de demeurer avec cette partie de mon corps avec suffisamment d'amitié pour l'habiter et l'apprécier telle qu'elle est. L'identification et l'empathie ont beaucoup en commun. Et en sophrologie, il nous est demandé d'avoir de l'empathie. Là, il s'agit de nous, ayons de l'empathie pour nous-mêmes. S'identifier et se confondre avec. À première vue, il paraît évident que nous nous confondons avec nous-mêmes. Et pourtant, combien de fois agissons-nous comme ce que notre entourage attend de nous, mais qui ne nous correspond pas? Les exemples pourraient se modifier. Et cela se traduit par l'impression d'être décalé. Et l'image de soi, nous le verrons, rend compte de ce décalage. Deuxième sens de reconnaissance, l'acceptation. Alors, traiter de l'acceptation demanderait du temps. Alors, juste quelques pistes. Savoir simplement recevoir peut être plus difficile que donner. S'accepter tel que l'on est, beauté, infirmité, défaut, qualité. Accepter ce qui est, ici et maintenant. Soyez Prajnampad, le maître d'Arnaud Desjardins, en fait un préalable à la connaissance de soi. Intellectuellement, on est d'accord, mais c'est difficile et tous nous faisons de notre mieux. Considérer comme vrai, en sophrologie, se fie à ses sensations, à ses perceptions et aux effets constatés. Troisième sens de reconnaissance, l'exploration, partir en reconnaissance. Et ça, c'est quelque chose qu'on connaît en sophrologie, puisqu'on est invité à découvrir, conquérir, transformer. L'exploration est un prolongement de l'acceptation. Accepter ce qui est une exploration de soi, une prise de conscience qui ose s'aventurer dans nos terres intérieures et permet de travailler avec ce qui est et non pas avec ce que nous voudrions qu'il soit et n'est pas. Alors, nous pouvons découvrir, conquérir et transformer. Et le quatrième sens de reconnaissance, et pour moi très important, c'est la gratitude. La gratitude. Osons nous remercier nos mains, notre cœur, etc., simplement parce qu'ils sont en bonne santé et nous aident à vivre. Thich Nhat Hanh, moine bouddhiste vivant dans le sud-ouest de la France, rappelle qu'il est bon de remercier chaque partie de notre corps pour ses merveilleuses possibilités sans attendre d'être handicapé pour en prendre conscience. La gratitude vient du cœur et l'ouverture du cœur exige du courage et une confiance suffisante pour baisser sa garde. La gratitude aide à entrer en contact avec soi-même et à développer l'amitié avec soi-même. En sophrologie, comment se reconnaître? Par la pratique de la conscience enveloppante. La conscience enveloppante est une pratique de RD2. Le travail de concentration du premier degré a permis de calmer et de clarifier la conscience.
Dans la pratique de la conscience enveloppante, notre objet de concentration se rapproche jusqu'à nous toucher et pénètre en nous. Alors nous devenons notre propre objet de concentration et notre conscience s'élargit et nous enveloppe. La deuxième étape est l'intériorisation, l'inscription. Je m'attarde un peu sur cette pratique. Première remarque, l'élargissement de la conscience et la concentration vont de pair. Malheureusement, je n'ai pas le temps de développer et la concentration fait partie du premier degré, mais l'élargissement de la conscience et la concentration vont de pair. Je peux simplement ajouter que la distanciation vient aussi de la concentration. Deuxième remarque, c'est au moment où nous pénétrons en nous-mêmes que notre conscience nous enveloppe. La pratique de la concentration, premier degré, et de l'intériorisation, c'est-à-dire savoir demeurer avec soi-même dans le ressenti, sans partir dans l'imaginaire, sont des préalables. En clair, plus nous nous recentrons, plus notre conscience s'élargit. Cela peut vous paraître être de la méditation et pas de la sophrologie. Mais cela fait partie des richesses de la sophrologie qui, degré après degré, nous mène au recentrage, à la région phronique. Et il est bon de le souligner, la sophrologie est aussi un apprentissage de la méditation. Et nous pouvons le dire haut et fort en mettant en avant les bienfaits de la sophrologie. Dans le deuxième degré, l'étape de la conscience enveloppante est une étape importante qui permet de nous observer, de prendre du recul. Qu'observons-nous? Des images qui nous représentent comme un être humain, mais aussi un portrait tout à fait spécial qui nous montre tel que nous nous percevons. Il s'agit de nous reconnaître. Il ne s'agit plus alors de l'image spéculaire, mais de l'image de soi, celle que nous portons en nous et qu'aucun miroir n'aurait pu refléter. Il s'agit de reconnaître notre image de soi, ce qui va plus loin que l'image spéculaire, plus loin que l'image du corps, mais aussi beaucoup plus riche. Rappelons-nous les qualités de la reconnaissance: identification, empathie, acceptation, exploration et gratitude, et partons à notre découverte pour conquérir et transformer. La forme. Dans la contemplation de la forme, je vais aller assez vite là, la contemplation de notre schéma corporel, de notre forme corporelle détendue ou en train de se détendre, de notre forme respiratoire font partie de nos pratiques habituelles. Je n'y reviens pas, la forme vitale, étape si importante dans notre pratique, nous est aussi habituelle. La forme du corps est sens interoceptif. L'interoception nous renseigne sur la douleur, la soif, la faim, la température corporelle et l'état de nos organes. Une équipe de chercheurs à l'Université de Londres, avec Manos Taskeris, a établi les relations entre distorsion de l'image du corps et les troubles de l'interoception. Quand les sens interoceptifs sont muets, l'image du corps ne s'appuie pas sur des sensations, mais sur l'image véhiculée par les médias. Or, une conscience vague de son état interne rend la personne très influençable, comme s'il n'y avait pas de sécurité intérieure. Ce serait une cause importante de la boulimie et de l'anorexie. La sophrologie, avec le scan corporel, la gratitude à l'égard de ses organes et le sentiment d'être vivant, peut grandement aider à éveiller ses sens interoceptifs et la personne peut alors exister sous son propre regard et observer sa forme. Quelques mots sur ces images. D'abord, la dame de Villers-Carbonel. Statuette du néolithique, période de l'âge de pierre polie, entre 4300 ans et 3600 ans avant notre ère. Elle est en terre cuite de 21 cm de haut, trouvée en Picardie sur le tracé du canal Seine-Nord-Europe. Que voit-on?
une femme aux hanches larges et à la tête réduite à une ligne. Pourtant, il savait modeler à cette époque, mais ce qu'il modelait n'était pas la réalité visible, mais ce qu'il projetait sur une femme à cette époque. L'important était sa fécondité, pas son intellect. Les choses ont beaucoup changé, n'est-ce pas? À cette époque, la fécondité était de première importance pour la conservation du clan. Revenons à nous. L'image que notre conscience contemple est influencée par le contexte dans lequel nous vivons. Par exemple, la minceur est valorisée ou l'intellect, et nous devrons tenir compte de cette pression culturelle dans notre image, la reconnaître pour s'en dégager et contempler notre vraie image. Notre image rend compte de nos forces et de nos faiblesses. Si telle ou telle partie de notre image, là, les hanches, est importante, nous savons que nous pourrons prendre appui dessus. C'est une force sur laquelle notre existence peut s'appuyer. La statue grecque. Les Grecs avaient codifié la beauté et leurs statues rendent compte de cet idéal de beauté. Il est bon d'avoir un idéal, il est bon d'avoir une aspiration noble, mais l'idéal est un grand piège. Le manque d'idéal est, lui, le grand vide qui ouvre la porte au « à quoi bon ». Revenons à l'idéal de perfection, idéal véhiculé par les médias, la société, la philosophie ou la spiritualité. Idéal tellement haut qu'il devient un but inaccessible et que notre image s'en trouve dévalorisée, médiocre, sans intérêt. Cette image est aussi bien corporelle qu'affective, qu'intellectuelle. Or, estime de soi et image sont liées. Avoir une bonne estime de soi, c'est aussi avoir une bonne image de soi. En réalité, notre image n'est ni idéale ni médiocre, elle est notre image. Nous l'acceptons et nous nous reconnaissons avec empathie. Vous voyez, cette notion d'acceptation et nous nous reconnaissons avec empathie. Si ce n'est pas le cas, prenons soin d'avoir un idéal accessible, descendons un peu, et d'établir des étapes pour atteindre notre idéal, notre image s'en trouvera valorisée. Le vase de Rubens. Que voyez-vous? Un vase ou deux visages? La perception consiste en une distinction de la figure sur le fond. Et selon le regard, nous voyons un vase ou deux visages. Posons-nous la question, que regardons-nous? Quel est le fond? Quelle est la forme? Quel est l'intérieur? Quel est l'extérieur? Et quand nous nous contemplons, que regardons-nous? J'aurais pu aussi vous montrer cette image classique où, selon le regard et l'angle de vision, on voit une jeune femme ou une vieille femme. Je pense que vous connaissez cette photo. L'œil du spectateur influence la perception de l'image. À côté, vous avez l'autoportrait de Salvador Dali. Dali porte en lui cette image et éprouve le besoin de l'exprimer par cet autoportrait. Portrait qui rend compte non pas de la réalité, mais de son inconscient, diraient les surréalistes, dont a fait partie Salvador Dali. Le poids. Je ne vais pas m'attarder sur le poids, je rends compte de quelques expressions populaires comme avoir du poids, peser de tout son poids dans une négociation, peser sur la conscience, une action négative pèse sur la conscience et cela se traduit par une lourdeur, un fardeau à porter, cela plombe. Ou être sur un nuage, être amoureux, tomber de haut, le cœur léger, la tête lourde.
avoir un poids sur l'estomac. L'observation de notre poids dans la conscience enveloppante permet de percevoir ce sur quoi nous pouvons prendre appui en nous. Un intellectuel verra sa tête bien pleine, plus grosse qu'elle n'est en réalité. Poids et volume vont souvent de pair et la perception que nous en avons n'a souvent rien à voir avec la réalité, mais nous informe des lieux qui ont du poids en nous. Ce qui, dans la pratique, est très important, parce que là, on a vraiment cette information de ce qui a du poids en nous, de ce sur quoi nous pouvons nous appuyer. Espace. Toute chose existe dans l'espace. Sans espace, rien ne serait. Exister, c'est être placé en dehors, exister, ou se distinguer de. Sans espace, il n'y a pas d'existence. Donc vous avez les expressions, se faire tout petit, se gonfler d'importance, se hausser du col, avoir la grosse tête, un cœur gros comme ça, l'inquiétude vous ronge ou déborder de joie. La conscience enveloppante nous permet de prendre du recul. Ça, c'est le grand plus de la conscience enveloppante, pouvoir prendre du recul. Et nous observons l'espace corporel que nous habitons, la carte de nos sensations, etc. Je vais vous parler tout de suite de l'espace respiratoire. Nous respirons par nos poumons et notre peau. La respiration de la peau est vitale et les grands brûlés peuvent mourir asphyxiés. Nous avons autour de nous un espace qui nous enveloppe et qui nous est vital. C'est ce que nous appelons l'espace respiratoire. Je vais essayer avec vous d'aller plus loin avec une compréhension issue du yoga, mais que je vais vous transposer en termes occidentaux. Nous sommes faits d'un corps et de ce qui anime le corps ou âme. L'âme vient du latin anima, animae, animus, animi. L'âme est d'une part anima, animae, l'air, la respiration et son aspect vital. Nous poussons notre premier cri à notre naissance et nous rendrons notre dernier souffle à notre mort. D'autre part, animus animi va des passions et émotions aux principes spirituels de l'homme que chacun nomme selon sa philosophie ou ses croyances. J'ai noté esprit. En sophrologie, on dit conscience, d'autres le nomment amour. Peu importe les appellations, nous voyons que pour l'atteindre, nous aurons à travailler les différents aspects de notre être et que la respiration, appartenant au corps et à l'âme, sera un outil de choix. En fait, sur ce schéma, on voit très bien que la respiration va être commun au corps et à l'âme et que pour se connaître, se reconnaître, on va pouvoir, grâce à la respiration, avoir plus de connaissances sur la psychologie, l'intellect, l'esprit et la conscience. De manière générale, il va y avoir des va-et-vient, c'est-à-dire qu'on va aller vers un état de conscience plus clarifié, et puis de nouveau entrer dans un état de plus grande confusion, et puis il y aura des va-et-vient. Mais à chaque fois, on aura peut-être une conscience un peu plus claire. Vous savez que, en fait, notre pratique de conscience enveloppante, elle a aussi sa source dans le bouddhisme tibétain, où on l'appelle l'Aktong, dans le Theravada, qui est le bouddhisme de l'origine, qu'on appelle Vipassana, la vision pénétrante. Et à chaque fois, il nous est proposé d'avoir une conscience ou un esprit très large. Donc, on retrouve un petit peu cette approche dans le deuxième degré avec la conscience enveloppante. Mais avec cet avantage, c'est que la conscience enveloppante nous mène pas à pas vers un espace de plus en plus grand. Donc revenons à notre espace respiratoire qui en même temps enveloppe notre corps physique et qui lui est intérieur. Notre respiration est parfois appelée souffle. Le souffle est plus universel.
Il circule du ciel à la terre et de la terre au ciel, nous disent les traditions chinoises et indiennes. De l'intérieur à l'extérieur et de l'extérieur à l'intérieur, nous dit la physiologie. Du corps à l'esprit et de l'esprit au corps, nous disent toutes les traditions. Le souffle nous respire. Il est cette palpitation qui relie corps et esprit, ciel et terre, nous et le monde, nous et l'univers. Là, pour moi, c'est important ce schéma parce que là, on voit très bien l'importance de la respiration qui appartient en même temps au corps et à l'esprit. Comment percevoir notre espace respiratoire? D'abord par les sensations et par la pratique. Quand nous aurons une certaine familiarité avec la respiration, quand nous nous serons réaccordés au ciel et à la terre, nous sentirons qu'espaces corporels et respiratoires peuvent eux aussi se réaccorder, c'est-à-dire avoir même axe. Les expressions populaires parlent de tourner rond, de désaxer, d'être à côté de ses pompes. Expressions qui rendent compte de l'harmonie ou de la disharmonie entre le corps et l'esprit, qui commence par l'harmonie ou la disharmonie entre le corps et la respiration. Quand nos sensations respiratoires sont assez fines, très spontanément notre conscience s'élargit et nous pouvons observer notre espace respiratoire dans la conscience enveloppante. Cet espace respiratoire se vit comme une enveloppe respiratoire. Vous voyez ici le bipendum Michelin, juste pour vous donner une idée de cet enveloppement. Évidemment, il n'est pas fait de pneus et enveloppe harmonieusement le corps dans l'idéal. Mais c'est une enveloppe d'air et il peut y avoir des crevaisons, des rustines, des faiblesses, et cela se traduit par une douleur ou un inconfort. Nous constatons que là où il y a douleur, il n'y a pas ou peu de respiration. Quand nous percevons le corps de respiration, nous y avons des trous ou des creux, et c'est là que la douleur se situe toujours. Le souffle, l'énergie se sont retirées des zones douloureuses. Je ne sais pas si c'est la douleur qui a fait barrage au souffle ou le souffle qui a déserté certains lieux de notre corps, mais l'important est d'y faire circuler à nouveau le souffle par une respiration consciente, l'attention posée sur les lieux douloureux. Je ne dis pas que c'est magique, mais ce sera une aide précieuse et faites l'expérience de regonfler votre corps de respiration là où il est en creux, puis de balayer cette zone avec votre respiration pour que le souffle de nouveau y circule. La respiration aide à guérir, c'est-à-dire à trouver un nouvel équilibre. Espace vital, je vais peut-être passer, non? Espace vital, espace nécessaire à la survie, donc ça c'est quelque chose qui est plus classique, il est physique et psychologique. Il y a modification et réaction de deux êtres quand l'un entre dans l'espace vital de l'autre. Donc c'est vrai que la conscience enveloppante nous informe sur la dimension de notre espace vital et sa forme qui n'est pas forcément la même dans toutes les directions. Et là encore, nous observons la relation entre espace respiratoire et vital. Espace existentiel. Il s'agit de notre présence au monde et de la présence du monde autour de nous. Dans le deuxième degré, d'une part, la conscience découvre et admire le monde qui nous entoure, et d'autre part, nous enveloppe et nous contemple. Se joue alors notre relation au monde, nous dans le monde et le monde autour de nous. Cette relation peut prendre différentes formes, épanouissement, rayonnement, don, ou sentiment de pression, d'écrasement, de disparition. Notre respiration sera un indicateur précieux. Épanouissement ou suffocation. Cela demande une observation fine de la respiration, observation donnée par la concentration, le calme, la patience et la conscience enveloppante. Parfois, la patience nous manque et nous aimerions savoir vite où nous en sommes et que faire pour trouver l'équilibre entre notre espace personnel et le monde environnant.
La sophrologie nous demandera de la patience. Elle nous permet de nous approprier notre corps et notre espace corporel, d'éveiller le sentiment de vie en nous. La sophrologie permet d'observer notre forme, ce qui a du poids en nous, ce sur quoi nous pouvons prendre appui. Elle permet d'harmoniser notre corps physique et notre corps de respiration, et ainsi de nous connaître ou de nous reconnaître. La sophrologie permet de mettre des rustines à notre corps de respiration, c'est-à-dire d'avoir une bonne circulation d'énergie. Elle nous apprend à regarder le monde avec admiration. Dans cette contemplation de la nature, de l'univers, des êtres, nous nourrissons nos bonnes graines, comme le répète Thich Nhat Hanh, et fortifions nos capacités et ressources. Une harmonie avec le monde environnant s'établit, différent pour chacun selon son tempérament et son mode de vie. Je terminerai par l'espace de la conscience, et cette image correspond mieux à l'espace de la conscience qui est grand, ouvert, sans limite, et se découvre en plongeant en soi. Donc je terminerai en citant la Katha Upanishad, écrit sacré de l'Inde. L'existant de par soi-même a percé les ouvertures des sens de l'homme à l'extérieur. C'est pourquoi l'homme regarde au dehors et non pas au dedans de lui-même. Cependant, un sage désireux de l'immortalité tourna son regard à l'intérieur et contempla le soi. Ceci se réalise dans le 3e degré, dans l'ici et maintenant. Merci pour votre attention.